En 50 ans, 5 décennies, il y a beaucoup de matériel qui ont été réalisés et c'est sûr que ça a beaucoup contribué à la croissance de l'entreprise. Et ce qu'on a fait, c'est pour le 50e anniversaire de l'intégration du design, on a réuni, on a parlé à des collectionneurs, des gens qui étaient des passionnés un peu partout. On a parlé aux gens du musée, on a fait une collection de quelques faits marquants de l'époque à partir de l'année 60 et juste un petit peu avant 70, puis à venir jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'on a créé une espèce de parcours qui nous fait vivre plusieurs éléments clés là, qui ont marqué l'histoire. Est-ce que c'est une inauguration pour le grand public plus tard? Non, c'est une exposition privée. C'est d'abord et avant tout pour les employés de BRP, pour souligner, prendre le temps de célébrer. Mais évidemment, ce faisant, on a décidé d'offrir la possibilité que certains médias puissent voir ce qu'on a préparé. Moi, j'aime bien dire que quand on fait visiter le centre, et c'est tout à fait à propos, aujourd'hui, on célèbre les produits, mais on célèbre surtout les gens qui sont en arrière des produits. Et c'est des gens de beaucoup de talent, des passionnés, et c'est toutes sortes de professionnels de différents niveaux complémentaires qui sont réunis dans ce centre pour créer tout ce qu'on a créé. Ceci étant dit, aujourd'hui, notre décompte, on a près de 112 des mentions d'honneur de l'extérieur, un petit peu partout sur la planète. On a plusieurs mentions d'honneur en Allemagne, du côté des États-Unis, au Japon, en Australie. On voit là aussi? Exactement. Oui, c'est quand on fait le décompte, là, on a plus de 112 mentions d'honneur sur la planète. Donc, et ce qui est le fun pour l'exposition, on va également partager l'histoire, mais on va aussi dévoiler un petit peu du futur. Le mur ici, évidemment, il y a des petites réflexions, là, des petites maquettes qui tantôt peuvent suggérer des choses qu'on pourrait faire dans le futur. Et ce qui est plaisant, c'est qu'ils voient à l'extérieur, mais les gens d'extérieur ne peuvent pas voir ça sur quoi ils travaillent. Puis, mais c'est correct, on a demandé aux gens d'éteindre leur écran, de cacher ça. On en parlait de vous tout à l'heure, peut-être avec d'autres gens. Oui. C'est important de comprendre la zone dans laquelle tous les gens travaillent. L'environnement aussi qui était très lumineux, même si normalement les gens ne veulent pas travailler avec beaucoup de lumière sur leur écran. Ce qu'on appelle à air ouverte, là, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est très air ouverte. Ouais. Ouais. Donc ça communique beaucoup, les gens peuvent se parler. Ça favorise les échanges, c'est ça. Puis beaucoup la créativité aussi. Quand on isole les gens entre eux autres, avec des gros cubicules, c'est pas ça qui est le fun. On a pris le temps d'essayer d'aller chercher les véhicules qui ont marqué les éléments de l'histoire. Et évidemment, au début, c'était la motoneige, c'était ça qui dominait. Puis c'est le produit avec lequel on a commencé. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de motoneiges qui sont exprimées un petit peu partout. Certaines vont très loin, là. Ici, on peut voir la motoneige. Il y en a juste une motoneige comme ça dans le monde. C'est un collectionneur qui nous l'a prêté pour l'événement. Wow. C'est le X2R. Et ça a établi un record du monde de vitesse en 1974. Et c'est le coureur reconnu internationalement, Yvon Duhamel, qui courait pour nous à l'époque. Oui, la piste Yvon Duhamel, exactement.
Lui a couru sur ça. On voit Yvon Duhamel là, sur des photos ici. Là, on a pris le temps de retrouver des photos au musée pour rebâtir un petit peu l'histoire. Même le X4R, c'est un autre véhicule de performance. Malheureusement, je n'ai pas assez de détails sur le X4R. Regardez, pour moi, ça aussi, c'est un one of a kind. Il y en a juste une machine qui existe dans le monde. Et c'est un collectionneur qui l'avait. Pour moi, ça demeure encore une des plus belles motoneiges. Et c'est vraiment... Elle porte son nom, le profil, c'était pour prouver qu'il y avait d'autres façons de mettre le moteur, de disposer le moteur à l'intérieur d'une motoneige pour descendre le centre de gravité et pour donner un profil beaucoup plus inspirant. Ici, là, c'est des modèles, on voit tout ce que ça a influencé des modèles beaucoup plus tard. Donc, des années 73, 75, on a pris quelques modèles qui viennent vraiment... ici, on peut avoir apparaître des cues importants qui vont se manifester au niveau design sur des modèles futurs. Ce qu'on appelle l'espèce de V convergent, c'est des cues du design qui vont apparaître. On peut voir ici d'un point de vue aérodynamique. Quand on parle d'innovation, à l'époque, on voulait intégrer les systèmes de suspension et on a réalisé que quand on faisait des tests en aérodynamique, bien, que les pièces mécaniques draguaient moins que d'essayer de les cacher. Donc, l'année d'après, les suspensions deviennent apparentes et le véhicule est plus efficace en aérodynamique. Donc, des éléments comme ça qui font que la motoneige va évoluer dans le temps. Mais évidemment, on était des gagnants. On a toujours eu l'espèce de sentiment de vouloir vaincre, on voulait gagner, et ça fait partie de notre héritage. C'est la raison pour laquelle il y a autant de motoneiges. On fait un petit clin d'œil parce que les gens nous disent « Oui, mais comment ça se passe, la création? » Bien, ici, on expose quelques éléments à partir de sketchs, d'intentions. On réalise des petits modèles de clés, de l'argile. Et c'est fait, tout ça, ça ressemble à l'époque de Michel-Ange. C'est-à-dire que le sketch, de faire un dessin, un sketch, ensuite d'imaginer quelque chose et de sculpter, ça fait partie des étapes de création. Mais on fait ça encore de la même façon. Par contre, par la suite, on a des digitaliseurs. On vient digitaliser l'information, on vient le rendre mathématique. Et après ça, on peut créer des modèles, des fichiers électroniques, puis ensuite faire du 3D printing là, de nos intentions. Donc, on montre un petit peu la motoneige à part de la tête de quelqu'un. La tête de quelqu'un qui apprend à dessiner puis qui met sa création ou son idée sur papier, et puis là, on la façonne. Mais c'est un travail d'équipe multidisciplinaire, et puis pour arriver à un produit comme on les voit là. Là, on voit le résultat, mais en arrière de tout ça, il y a plusieurs gens qui contribuent à la création des produits. Notre première motoneige qui a gagné le premier prix de design en 1984, le SS25, inspiré d'un requin. Si vous le regardez de profil, si vous regardez le nez, ça a l'air d'un requin. C'est pas au sens littéral, c'est beaucoup plus en termes d'inspiration, mais on voit et on sent. Et c'est la technologie, l'évolution dans la technologie qui nous permet d'avoir un nez qui reproduit un peu le nez d'un requin. D'accord? Modèle de course? Oui. Prix design, ça a évolué. Regardez pas le. C'est sûr que ça a évolué. Mais il y a de la pureté quand même dans les formes. Les premières motocyclettes Can-Am, l'introduction en 1974 des premières motocyclettes. On voit l'évolution en 1975 de la version plus enduro. On voit les qualifiers par la suite.
Ici, on a fait des contrats militaires pour l'armée canadienne, où est-ce qu'on prenait des produits qui étaient faits, qui étaient à la base des produits qu'on utilisait pour la course ou pour faire du off-road. Par la suite, l'armée canadienne nous avait mandaté de faire une moto. Et ceux-là, c'est des produits, les deux ici, les Can-Am Racer 500 et le Street 500. C'est deux produits qu'on envisageait faire à l'époque. Malheureusement, les deux temps ont été bannis sur la route à ce moment-là et tout le programme a été comme cessé à partir de ce moment. Ici, mon premier projet de chez BRP, la réintroduction de la motomarine ici, en 1988. On a le premier modèle ici. Ça, c'est essentiellement le même modèle, mais celui-là un peu plus coloré. Mais c'est celui-là qui a permis vraiment de créer le point d'inflexion dans le marché et puis de devenir un produit qui a vraiment marqué l'histoire. On a fait des bateaux à jet par le passé. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en fait plus. On fait juste... c'est discontinuer les bateaux à jet. Aujourd'hui, on vend que des moteurs à certains manufacturiers qui ont racheté. Non, Evinrude, c'est les moteurs hors bord. Ça, c'est autre chose. On est toujours dans les moteurs Evinrude. Le HX. Première motomarine avec un système de suspension. Pour moi, ça demeure un des produits qui était le plus fun à conduire parce que c'est vraiment comme si on était sur un ski nautique et puis avec une suspension pour pouvoir hausser la performance des produits. La première motoneige que mon père a dessinée avec son équipe à Québec. Et ensuite, on a la première motomarine civile en 68. Les deux, oui. Celle-là, c'est la première motomarine civile. Et puis, le marché n'était pas encore prêt pour ça, effectivement. Ici, on fait un clin d'œil à Evinrude. Lorsqu'on a fait l'acquisition d'Evinrude, on avait dessiné les moteurs. Ici, c'était plus un exercice d'habillage, alors qu'ici, on a vraiment amené beaucoup d'innovation. Tout le filage est tout intégré, puis c'est beaucoup plus facile lorsqu'on intègre ces moteurs-là en arrière des bateaux. C'est beaucoup plus clean comme environnement. Maintenant, encore d'autres motoneiges, on voit l'évolution, la thématique du requin qui continue d'évoluer, mais qui devient de plus en plus agressif pour plaire à certains enthousiastes de la motoneige. Quand même des super machines à l'époque. On voit les sketchs d'inspiration qui ont servi. On voit aussi mon père et son équipe de l'époque. Ici, on voit vraiment une démarcation entre ce modèle-là, le MXZ de 96 à 2002, et ce modèle-là qui a été introduit en 2002, en course, en compétition, puis ensuite a été commercialisé en 2003. Mais lorsqu'on a introduit ce produit-là, c'était une revision complète de l'architecture du produit. On est parti de la feuille blanche, et puis on a conçu, grâce à nos équipes d'Advance, qui ont créé vraiment une nouvelle architecture de produit qui a révolutionné la motoneige une deuxième fois. On avait inventé la motoneige et on la réinvente. Et puis là, on a réussi à aller chercher 13 points de part de marché dans un marché qui était en décroissance. Fait que c'est énorme, c'est phénoménal ce que cette motoneige-là a eu comme impact. C'est quoi la révolution? La révolution, c'est que il y a eu d'abord une centralisation des masses. Et alors que tout le monde travaillait à réduire le centre de gravité vers le bas, nous, on l'a monté. Puis on a centralisé les masses. En centralisant les masses, ça voulait dire qu'on amenait le pilote en avant, un pied ou 30 cm plus en avant, et c'était beaucoup plus confortable. Si on prenait le principe d'être assis à l'intérieur d'un autobus, la meilleure place pour être assis dans un autobus, c'est en plein milieu de l'autobus, parce qu'on subit moins les impacts. C'est un peu le même principe.
Et ça a tout révolutionné. Ça faisait en sorte que quelqu'un qui était néophyte, qui n'est peut-être pas très bon conducteur, pouvait suivre tout le monde qui était habitué à faire de la motoneige. Ça a vraiment changé le comportement dynamique de la motoneige, puis d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue comportement dynamique. C'était vraiment jour et nuit. Un clin d'œil au futur. Clin d'œil au futur. Tout électrique ici. Ce sont tous des concepts qu'on a partagés lors de notre club au mois de septembre dernier. C'est autant... Ceux-ci, c'est des véhicules pour la ville. Okay. Donc, une petite moto pour la ville, un petit scooter pour la ville, une autre motocyclette 3 roues qui permet plus de stabilité, puis on peut aller en virage. Avec beaucoup de rangement. Les deux autres ont moins de rangement, non, mais c'est un peu plus modeste. Alors que lui, c'est stable, donc on ne penche pas avec le véhicule, c'est beaucoup plus stable, mais ça nous permettrait de circuler, disons, de Saint-Hilaire à Montréal et aller-retour sans problème. Et puis, avec beaucoup de rangement pour aller faire une petite épicerie, aller reconduire un enfant à l'école, peu importe. Mais avec une empreinte beaucoup plus petit et très écologique. Oui, c'est ce genre de choses qu'on regarde pour le futur. C'est ça, on dit le futur, mais rapproché. On ne parle pas dans 10 ans. Là, ils sont prêts. Là. Ces véhicules-là sont tous fonctionnels. Oui, c'est ça. Ils sont tous fonctionnels. Oui. Et ça fait depuis des années qu'on travaille sur ce genre de concept-là. Okay. Et plusieurs ont été testés dans des villes comme Paris, à Barcelone, à Montréal, à différents endroits. Là. On est allé à San Francisco pour tester des produits, obtenir les feedbacks du consommateur pour mieux se positionner là, sur ce qu'on doit faire comme il faut. Entièrement électrique. Wow. Génération plug-in style station numéro 2, version 2, là, avec des bornes de recharge. Mais c'est le genre de... savoir quand ça va intégrer le marché. Ça, je ne peux pas vous le dire, mais on travaille dessus. Est-ce que en moyenne, ça vaut 4 véhicules? Je ne peux pas parler de l'autonomie, mais on travaille sur la bonne équation d'autonomie, prix, performance. C'est les 3 éléments sur lesquels on doit travailler pour essayer de rencontrer les exigences du consommateur. Le consommateur, lui, il part de ce qu'il connaît, puis il fait des comparaisons. Si c'est 3 fois le prix, bien là, ça l'intéresse moins. Mais si on se rapproche de l'équation magique, à ce moment-là, on risque d'avoir plus de succès. C'est inspiré de la géométrie de Spyder, mais c'est évidemment, celui-là est complètement électrique, donc on tire avantage. Quand on crée quelque chose à la base électrique, bien, tout est pensé en fonction de l'électrique et optimisé pour ça. L'automarine, on regarde, puis les riders dévoilés aussi à notre club, les versions électriques. On a également le petit kart électrique qui est déjà en marche dans nos centres Pax Max, donc, qu'on appelle. C'est une expérience vraiment fun, enrichissante, qui est vraiment enivrante, je devrais dire. C'est un centre dans lequel on peut courir à l'intérieur d'un centre. Donc, étant donné que c'est électrique, il n'y a pas d'émanation et tout ça. C'est vraiment agréable de vivre l'expérience. Mais en plus, c'est que pour aller chercher la nouvelle clientèle, la génération Y et Z, on a inclus une petite partie d'interaction. C'est-à-dire, tu peux pousser sur un bouton à quelque part puis obtenir plus de puissance. Tu peux faire des points, un peu comme dans les jeux vidéo. C'est vraiment agréable, ce genre d'expérience-là. Ici, on fait un clin d'œil à un de nos véhicules, notre premier véhicule électrique, le NEV, qu'on avait introduit en 1996. Le marché n'était pas prêt. Et c'est toi, ça arrive. Ça arrive. Des fois, on essaie de pousser quelque chose, puis on n'a pas eu de succès. Au même titre le marché n'était pas prêt pour les Sea-Doo en 68. On est revenu 20 ans après. On fait le calcul, 96. Peut-être qu'un jour, le marché sera prêt.
le véhicule côte à côte pour Ski-Doo, le Elite. On avait fait une version préalable dans les années 70, mais on l'avait introduit en 2004 et on l'a fabriqué pendant quelques années. Beaucoup de succès avec tous nos accessoires Link. Beaucoup d'innovation de ce côté-là. Et pour l'usager, c'est tellement simple à utiliser que ça vient même influencer l'achat du produit en soi parce qu'ils adorent le système Link. C'est... Au niveau de l'infotechnologie. Ben, essentiellement, c'est toute une panoplie d'accessoires. Mais si j'utilise... Regardez, là, c'est aussi facile que ça à mettre. J'ai deux points d'attache et avec juste un quart de tour, je viens... donc, tous les accessoires qu'on voit ici utilisent tous le système Link. Et c'est breveté, évidemment, et c'est un avantage compétitif. Une de vos priorités, c'est de favoriser l'expérience positive. Les clients, c'est simple. Comme ça, ce que vous avez fait, c'est plus facile à conduire, plus écologique à long terme. Donc, on pense tout le temps au bonheur du client. Le client est toujours au centre de toutes nos discussions, de toutes nos préoccupations. Parfait. Ça, c'est exactement ça, vous avez mis le point dessus. Parfait. Le client, le client existant ou le client futur, parce que des fois, c'est une nouvelle clientèle qu'on va on va chercher à aller chercher. Et puis, on essaie de satisfaire ces gens-là. Ça, c'est un espèce de bateau muni d'une voile avec des hydrofoils. Il y a vraiment une panoplie d'idées. Et ça commence d'abord par ça. Ensuite, on bâtit des petits prototypes, on les évalue. Si ça fonctionne, on continue à faire évoluer ça. C'est très itératif comme processus. Mais on a beaucoup de plaisir à s'éclater et à essayer de tester toutes sortes de choses. Puis on commercialise, ce qui fait plein de sens pour le maximum de gens. Est-ce que c'est difficile de trouver des gens pour justement imaginer ces choses? Oui, c'est la raison pour laquelle vous avez vu en entrant, puis pour moi c'est l'élément le plus important. Là. Plusieurs de mes processus sont axés sur comment on s'implique dans les universités, comment on a 6 écoles présentement qui sont en compétition sur une thématique de mobilité urbaine en hiver qui compétitionnent dans le monde. Et ces gens-là, il y a peut-être 2, 3 ou peut-être qu'il n'y en aura pas, mais peut-être qu'il y a des talents qu'on va récupérer. Puis en s'impliquant auprès des universités, c'est là qu'on va chercher le talent. On assemble des gens qui viennent de partout dans le monde pour contribuer à l'évolution de ce qu'on fait. C'est super important, mais pour ça, il faut aller là où ils sont, le talent. Exactement. Il y a du talent d'ici, évidemment beaucoup de talent d'ici, mais il y a aussi d'autres talents qui viennent bonifier nos façons de penser, nos façons de voir les choses, qui viennent challenger. Puis tout ça, le collectif, ça fait de nous encore plus fort. On a remarqué que certaines personnes utilisaient les motomarines pour aller à la pêche. On fait tout le temps beaucoup de surveillance à l'étranger, un petit peu partout. Et on a réalisé qu'il y avait des gens qui créaient qui se mettaient des coolers, puis des choses, des instruments pour... Là, on s'est dit non. Nous, on va créer la vraie motomarine pour faire de la pêche, ce qu'on appelle notre Fish Pro. Et puis, c'est vraiment magique tout ce qu'il y a comme innovation sur ce produit. Il y a... La commercialiser. Oui, c'est commercialisé. C'est un succès. Le cooler dans le monde. C'est un cooler, mais un cooler où est-ce que tu peux garder... tu peux mettre... tu peux avoir des poissons que tu mets là-dedans. Tu as même quelque chose pour mesurer la longueur du poisson. Tu as des endroits pour mettre les cannes à pêche. Tout ça utilise notre système Link. C'est pas un prototype, ils se sont trompés, c'est la mienne. Ah, c'est la vôtre? C'est le 01, la production modèle 01. Il y a une histoire dans la création de ça que, le président en voulait une, José en voulait une,
Moi, j'en voulais une, puis on avait promis à Jay Leno, parce qu'on faisait l'introduction dans son garage avec lui, Jay Leno, qui est sur une de nos photos, là, quelque part, qui en a une aussi. Fait qu'il y a 301. C'est un peu un fait spécial, mais ça, c'est la première, et ça a pris quand même pas seulement d'années à concevoir ce produit-là, parce qu'il n'y avait pas de guide. Hein. On a inventé une nouvelle catégorie, comme on a inventé la motoneige, comme on a inventé la motomarine. C'était une nouvelle catégorie, fait qu'il fallait tout vivre à l'intérieur des normes qui existaient. Si M. Germain Bombardier arriverait ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il dirait? Moi, je pense que son esprit est là constamment, il nous inspire constamment. On s'inspire de sa première invention, puis il n'est pas loin, hein? Oui. Évidemment, on n'est pas loin du cimetière de Germain Bombardier. Donc, moi, je pense qu'il est omniprésent, puis il nous inspire tous. C'est un peu le mandat de BRP maintenant, de Bombardier auparavant, de toujours évoluer et de toujours aller chercher ce que les autres ont fait. De constamment innover, de changer les paradigmes, de continuer à trouver à simplifier la vie des gens au quotidien dans leur aventure. Donc, c'est ce qu'on essaie de créer dans ce centre-ci. Merci beaucoup.